Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le report du référendum constitutionnel au Mali. Les autorités militaires s'étaient engagées à consulter le peuple sur un nouveau texte ce 19 mars. La prochaine date n'a pas été annoncée. Pour analyser la situation, nous avons avec nous Serge Daniel, correspondant RFI France 24 dans la région, de passage à Paris. Le premier pont aérien a atterri à Goma, dans l'est de la RDC. À son bord, une aide européenne d'urgence, alors que les combats font rage à moins de 30 km de la ville. Et nous parlerons de la pollution qui affecte les habitants de la région de Ouélé, dans le centre de la Côte d'Ivoire. La population accuse une société d'orpaillage, alors que les autorités mènent toujours des investigations. Reportage à suivre dans cette édition. La nouvelle constitution devait être soumise au vote le dimanche 19 mars au peuple malien. Ce vendredi, soit 9 jours avant le référendum, les militaires au pouvoir ont annoncé, sans préciser la nouvelle date, le report. Mais ils maintiennent leur engagement vis-à-vis de la CEDEAO, rendre le pouvoir aux civils en 2024. On écoute le colonel Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Nous sommes en phase avec la CEDEAO. Nous avons un délai, ça c'est la durée de la transition. À partir de là, c'est à nous de dire ce que nous voulons faire dans ce délai. La CEDEAO ne nous a jamais imposé de faire un référendum. Et alors, pour aller plus loin, on retrouve Serge Daniel, le correspondant RFI France 24 dans la région et à Bamako. Merci Serge d'être avec nous. Merci. Et alors, pour expliquer ce report, les autorités maliennes évoquent une question de temps. Ils disent le temps pour installer les organes de gestion des élections, faire connaître le texte. Est-ce qu'on peut les croire ? En partie, oui, parce qu'effectivement, il y a un nouveau redécoupage électoral, il y a une nouvelle carte administrative du Mali, de nouvelles régions qui ont été créées, mais ça ne suffit pas pour expliquer le report. Il y a quand même une bronca, c'est-à-dire des partis politiques, des associations qui ne sont pas d'accord. Donc, on peut les croire à moitié. Ah, on peut les croire à moitié. Alors, parlons du texte lui-même, qui est quand même problématique. Cette constitution donne, par exemple, les pleins pouvoirs au président. Il y a beaucoup plus effectivement, le président de la République a beaucoup plus de pouvoir. Ça a été critiqué par des partis, des associations politiques. Mais il faut quand même dire que dans le texte, c'est passé quasiment inaperçu, donne plus de marge, je dirais, de manœuvre, d'autonomie, enfin, aux collectivités du nord quand même du Mali. Il y a ça également. Et donc, il y a des nouveautés. Par exemple, et ça c'est très important, désormais, si vous êtes élu sur une liste au nom d'un parti politique et que vous allez dans un autre parti politique, vous savez, ça s'appelle la transhumance politique. Absolument. Vous perdez votre mandat. Donc, il y a quand même quelques nouveautés. Quelques nouveautés. Peut-on les croire quand ils disent qu'il y aura un transfert, par exemple, aux civils en 2024, qui était aussi un des objets des accords avec la CEDEAO? C'est difficile, oui et non, puisqu'ils le disent. Vous avez entendu le ministre de l'administration territoriale, qui est quand même quelqu'un d'important dans le système, qui dit oui, nous allons rendre le pouvoir, nous allons organiser les élections en 2024. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le Mali, quand même 66% du territoire national, c'est au centre et au nord. C'est difficile. Et cette partie du Mali est tellement habitée par moins de 15% de la population. Si vous voulez faire un redécoupage électoral, à régler les problèmes de sécurité, et si vous voyez la situation, on peut dire, attention, est-ce qu'on peut effectivement tenir ces élections en 2024. Oui, il y a une question concernant les délais. Et alors, sommes-nous sûrs, parce que ça aussi c'est une des questions, parmi les négociations notamment avec la CEDEAO, il était question que le colonel Assimi Goïta, qui lui est à la tête justement de ces autorités maliennes, ne devait pas ou ne peut pas s'engager dans les élections, ne peut pas briguer la présidence, pour être clair. Je vais vous donner 3 indications. Oui. Le 8 mars, c'était la journée de la femme, la journée mondiale de la femme. Il a pris un bain de foule devant les femmes, dans un stade. C'est pas fréquent. Deuxième indication, il y a quand même au moins 2 associations au Mali qui réclament sa candidature, qui disent qu'il faut qu'il soit candidat à la présidentielle. Il n'a pas encore répondu. Est-ce qu'il y pense en se rasant? Vous connaissez l'expression. Oui. On verra bien. On ne sait pas pour l'instant. Voilà. Ouais, écoutez, on suivra ça évidemment, notamment avec vous. Merci beaucoup Serge Daniel d'être venu. Et cette information qui nous parvient du Burkina Faso, 11 soldats et 112 terroristes ont été tués ces derniers jours lors de plusieurs opérations antiterroristes. L'armée indique également que les armes des véhicules, des engins explosifs détruits ou récupérés lors des opérations qui datent déjà depuis plusieurs jours.
Et on passe à la République démocratique du Congo, où le premier pont aérien européen atterrit à Goma, dans l'est du pays. À son bord, 35 tonnes d'aide, notamment médicale. Ceci alors que les combats font rage à moins de 30 km de la ville. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est le premier avion d'aide humanitaire qui s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Goma. Dans cet avion, 35 tonnes de matériel médical, de tentes, de matelas ou encore de médicaments. Alors cette aide sera livrée dans les camps où le nombre de cas de choléra inquiète les humanitaires sur place, comme les cas de malnutrition qui ne cessent d'augmenter. Cet appui humanitaire est précieux, la plupart des routes de la province étant coupées à cause des affrontements et de l'occupation de certaines localités par les rebelles du M23. Goma se retrouve donc de plus en plus isolée et les besoins sont énormes. Selon les Nations Unies, près de 800 000 personnes ont fui les combats dans la province du Nord Kivu depuis une année. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire. Tous ceux qui continuent de croire qu'ils peuvent engranger des gains territoriaux ou des gains économiques au détriment des populations, en faisant souffrir les populations, au mépris de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ils doivent comprendre qu'eux aussi s'exposeront à des sanctions. Ces menaces de sanctions, elles avaient déjà été annoncées par Emmanuel Macron lors de sa visite à Kinshasa la semaine dernière. Le président français avait mis en garde ceux qui ne respecteraient pas le cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur le 7 mars. Mais sur le terrain, les armes continuent de crépiter. Des affrontements ont été signalés ce vendredi matin aux alentours de Saké, une localité située à moins d'une trentaine de kilomètres de Goma. Des habitants nous ont affirmé avoir entendu des tirs d'armes lourdes et vu l'engagement des avions de chasse congolais. Alors de son côté, Kinshasa dit attendre plus de concret de la part de la communauté internationale. Depuis la résurgence du M23 dans l'est du pays, les autorités congolaises demandent des sanctions contre le Rwanda, accusé par les autorités congolaises mais aussi par les Nations Unies de soutenir les rebelles du M23. Les agences humanitaires s'inquiètent de la situation au Niger. L'année 2022, qui a déjà porté la pire crise alimentaire depuis 10 ans dans le pays, sera donc suivie d'une année 2023 également très compliquée selon les agences internationales. Notre correspondant Harold Girard nous en dit plus. Malgré de meilleures récoltes en 2022 et une sécheresse moins intense qu'il y a 2 ans, une grande partie des Nigériens, principalement ceux qui habitent en zone rurale, sont toujours très menacés par une insécurité alimentaire aiguë, en particulier ceux qui doivent compter sur leur propre production agricole pour survivre. Selon le Programme alimentaire mondial, ce serait près de 3 millions de personnes qui pourraient se retrouver dans cette situation de détresse au Niger en 2023 si aucune action d'ampleur n'est entreprise par la communauté internationale. Par ailleurs, la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays voisins du Niger participe grandement à un accès de moins en moins facile pour les humanitaires dans certaines zones du Niger. Alors elles sont principalement à la frontière avec le Mali, avec le Burkina Faso, le sud Maradi également, à la frontière avec le Nigeria, et puis dans l'est du pays, dans la zone du bassin du lac Tchad. C'est difficile d'accéder dans ces zones, donc c'est difficile de mettre en place des interventions un peu plus sophistiquées. De son côté, le gouvernement nigérien a déjà entrepris des retours de population dans plusieurs zones près du Mali ou encore près du Burkina Faso, s'appuyant sur une présence accrue de son armée et de ses partenaires étrangers. Une partie des déplacés internes ici au Niger refusent de retourner dans leur village d'origine, justement parce qu'ils craignent qu'ils ne puissent pas reprendre une activité agricole pérenne à cause de l'insécurité. En Côte d'Ivoire, les villageois de la région d'Ouélé, dans le centre du pays, souffrent de pollution d'eau. Ils accusent la société d'orpaillage Somina d'être à la base de cette pollution. Les autorités ivoiriennes, de leur côté, mènent des recherches pour déceler la véritable cause de ce problème. Reportage d'Ange Nomenyo et Sadia Manjo. Ouélé, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ici, en moins d'1 an, les habitants ont constaté un changement dans le fleuve Baya. Sa couleur est devenue trouble et sa texture similaire à de l'argile. Pour les habitants de Ouélé, l'entreprise minière Somina, récemment installée dans la zone, est à l'origine de cette pollution.
Même constat dans 10 villages des alentours. Ce lit d'eau que vous voyez contient du poisson. Aujourd'hui, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de vie. Elle est morte. L'eau est morte. Il n'y a plus rien dedans. Mais comment une population peut vivre sans moyens? Nous sommes les premiers producteurs de vivriers dans notre région. Mais cette année, nous n'avons rien reçu. La société d'orpaillage Somina rejette les accusations selon les villageois. Le centre ivoirien anti-pollution a été dépêché sur place à la demande des villageois pour faire des tests qui détermineront l'origine de ce changement. Si on retrouve les éléments chimiques dans l'eau, il y a un impact sur la ressource halieutique. La chaîne alimentaire sera contaminée et comme nous consommons les poissons, forcément les hommes aussi seront contaminés. Pour ce toxicologue, si l'eau polluée est d'origine industrielle, comme le clament les villageois, les dommages sanitaires et environnementaux seront importants. On pourrait avoir les maladies pulmonaires, les maladies néphrologiques, on pourrait avoir les maladies de sang, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, tout ce monde-là, tous ces éléments-là, ils seront atteints. Des dizaines de sociétés minières opèrent actuellement sur le sol ivoirien. Selon le Centre ivoirien anti-pollution, des cas similaires de pollution ont été recensés dans plusieurs zones aurifères du pays. Contactée, la société Somina n'a pas répondu aux sollicitations de France 24. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus faciles à traiter au monde, mais chaque année, 330 000 femmes en meurent, dont 90% dans les pays pauvres. Le Rwanda tente d'inverser la tendance en investissant dans la prévention, le diagnostic et la vaccination. Résultat, le pays pourrait être le premier en Afrique à éliminer le cancer du col de l'utérus. Olivia Bizot. Quand les médecins ont diagnostiqué à Jeannette un cancer du col de l'utérus, elle craignait pour sa vie. Mais un nouveau traitement adapté lui a redonné de l'espoir. Elle est maintenant en rémission. L'opération n'a duré que 30 minutes. Et avant même que je m'en rende compte, tout était rentré dans l'ordre. La technologie utilise la chaleur pour tuer les lésions cancéreuses. Plus mobile, moins coûteux et sans douleur, ce traitement est désormais au centre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus au Rwanda, en particulier dans les zones rurales. Avant, on utilisait une grosse machine qui fonctionnait avec du gaz et ça coûtait très cher. Certains hôpitaux avaient même du mal à se procurer la machine en question. Mais avec la méthode de l'ablation thermique, c'est plus simple car elle est très légère et on est plus mobile. Chaque année, 330 000 femmes meurent du cancer du col de l'utérus dans le monde. L'immense majorité de ces décès, environ 90%, surviennent dans les pays à faible revenu. Souvent parce que les femmes n'ont pas été dépistées à temps. Ce centre de santé tente d'inverser cette tendance par la sensibilisation. Il est important que toutes les femmes sachent ce qu'est le cancer du col de l'utérus, comment se protéger et surtout comment se faire diagnostiquer à temps. Un plan d'action qui fonctionne. Depuis quelques années, le Rwanda mène le combat pour lutter contre le cancer du col de l'utérus en Afrique. Et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.france24.com et une page spéciale dédiée à toute l'actualité de la semaine africaine sur cette page. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Bamako à Mopti en passant par Caille. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Rejoignez-nous pour notre émission spéciale au soleil de la Guadeloupe. Cette île de 373 000 habitants située tout de même à 6 700 km de la métropole. Elle figure parmi les régions ultra-périphériques qui reçoivent beaucoup d'aide et de soutien de l'Union européenne en raison de leur isolement, de leur insularité, mais aussi de taux de chômage record et de pauvreté endémique. Les programmes européens vont-ils aider à résoudre tous ces problèmes? Nous le verrons à travers nos reportages, mais aussi avec nos invités. L'Europe dans tous ses états, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et france24.com.